Ne faites pas attention à elle. La lâche, qui s'est enfuie quand l'entreprise faisait faillite, n'est probablement bonne qu'à récurer les toilettes, et à vivre au crochet de ma famille aujourd'hui. Le rire strident de ma jeune sœur Maya, et de ses amis de la haute société, a transpercé l'air. Je suis Grace Burke. Pendant 18 années éreintantes, j'ai ravalé l'étiquette de la honte de la famille. Ils n'ont jamais su que l'empire commercial sur lequel Maya se tenait actuellement pour nourrir son arrogance, avait en réalité été racheté avec 3 millions d'euros de l'argent du sang. Et avec mes innombrables frôlements avec la mort, en démantelant des bombes chimiques. J'ai réprimé ma colère, me penchant pour atteindre et ajuster le diadème de ma précieuse sœur. Mais, une erreur s'est produite. Ma manche en soie a glissé. Une plaque irrégulière et à vif de chair rouge, gravement brûlée par le phosphore blanc, a été mise à nu. Fracas. Le verre en cristal dans la main de Lucas Vance, le puissant directeur de la sécurité de ma future belle famille, s'est brisé en 1000 morceaux. Le visage froid de l'ancien béret vert, est soudain devenu blanc comme un cadavre. Au milieu de dizaines d'yeux horrifiés de la part des ultra-riches, l'homme qui crachait du feu a soudainement trébuché en arrière, mâchant chaque mot tremblant, hasard 21. 11 vies. Pourquoi avez-vous cette cicatrice? Sa question a largué une bombe invisible, en plein milieu de la luxueuse cage de verre, brisant 18 années de mensonges, et nous entraînant tous dans un silence de mort, juste là, sur le sol recouvert de verre. La cabine d'essayage VIP a plongé, dans un vide total. Un espace mort, et suffocant. Je n'ai pas tressailli. Des années de conditionnement difficile, avaient complètement brûlé le réflexe de sursaut, de mon système nerveux. Les bruits forts, ne me faisaient plus sursauter. Ils me figeaient. Ils me faisaient analyser la pièce. J'ai calmement redescendu ma manche en soie. Je me suis assuré, que le poignet recouvrait complètement, la peau morte et fondue qui enveloppait mon poignet gauche. Lucas a continué à trébucher en arrière. Sa large poitrine se soulevait et s'abaissait, dans des mouvements erratiques, et saccadés. Ses yeux, étaient complètement rivés sur mon avant-bras, écarquillés, et totalement vidés par les fantômes qu'il voyait. Maya, n'a pas regardé Lucas. Elle n'a pas regardé mon bras. Elle a juste fixé la tache sombre de vin rouge, qui imbibait rapidement le tapis en laine blanche immaculée. Sa mâchoire s'est crispée, les muscles tressaillant sous son maquillage épais. Elle a donné un coup de menton vers le coin de la pièce, le nez plissé de dégoût. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Nettoie ça, ça a éclaboussé ma robe, a sifflé Maya. Sa voix était fine et coupante, raclant le silence, comme un clou rouillé sur du verre. Claude, et le reste des demoiselles d'honneur, ont immédiatement reculé. Leurs talons hors de prix, ont cliqueté frénétiquement contre le marbre. Elles cherchaient désespérément, à garder l'alcool loin de leur robe sur mesure. Pas une seule personne dans cette pièce, ne se souciait du nom hasard 21. Pour elles, les mots tremblants d'un type de la sécurité, ne signifiaient absolument rien, comparé à un ourlet haute couture taché. Je n'étais toujours que la tâche, sur leur journée parfaite. Le fardeau ingrat. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu. J'ai simplement, abaissé lentement mes genoux, sur le sol de pierre glaciale. Le froid s'est infiltré à travers mon pantalon bon marché, s'installant profondément dans mes articulations douloureuses. L'odeur d'alcool pur, s'élevait du vin renversé. Elle était épaisse, lourde, et suffocante, sous l'éclat aveuglant et dur du lustre au-dessus. J'ai tendu la main. Mes doigts ont bougé systématiquement, rassemblant les éclats de cristal brisés de la flaque, un par un. Aucun mouvement inutile. Aucune hésitation. Un morceau irrégulier de cristal a entaillé profondément, mon index. J'ai senti la piqûre vive et brûlante, déchirer les callosités de ma paume. Une épaisse goutte de sang a perlé, instantanément. Elle s'est égouttée de ma jointure, tombant et se fondant parfaitement, avec la flaque rouge foncée sur le sol. Mon sang là-bas, du vin renversé. Tout se ressemblait exactement de la même manière, ici, dans la saleté. J'ai forcé ma respiration à ralentir. 12 respirations par minute, inspiration, expiration. J'ai gardé mon visage, complètement inexpressif. J'étais, pour eux, un fantôme agenouillé dans les ruines de leur célébration insouciante. J'ai levé les yeux, mon regard balayant la pièce. Lucas avait déjà tourné le dos à la foule. L'homme massif a poussé les lourdes portes en verre de la boutique avec une telle force, que les charnières métalliques ont gémi de protestation.
Il a atteint le trottoir à l'extérieur, fouillant frénétiquement dans la veste de son costume. Il a sorti un lourd téléphone satellite. Ses mains tremblaient violemment. Il a composé un numéro rapidement, faisant les 100 pas sur le trottoir, avec les mouvements frénétiques et saccadés, d'un homme qui demande une énorme faveur. Je me suis levé lentement. J'ai marché jusqu'à la poubelle métallique dans le coin de la pièce, et j'ai ouvert ma main ensanglantée. J'ai laissé tomber, la poignée de cristal brisée. Clinc, cliquetis. Le son creux et sec a résonné sur les hauts murs, coupant à travers la lourde tension. J'ai attrapé une serviette sèche sur un comptoir à proximité, la pressant fermement contre mon doigt en sang, pour arrêter l'hémorragie. En me retournant, mes yeux ont capté un reflet, dans le miroir à 3 faces sur pied. Richard Burke. Mon père. Il s'était entièrement retiré des projecteurs, pressant sa lourde carrure profondément dans le coin du canapé en velours. Ses 2 mains étaient enroulées si fermement, autour de la poignée en or de sa canne, que ses jointures étaient blanches comme l'os. Son costume sur mesure hors de prix, semblait soudain de taille trop grand pour lui. Le PDG arrogant, qui s'était acheté une place dans ce cercle d'élite, avait complètement disparu. La peau autour de sa bouche s'affaissait. Son visage était pâle, moite d'une sueur froide soudaine, qui le faisait paraître 10 ans plus vieux. Il ne regardait pas le sang sur ma main. Il ne regardait pas la manche, que je venais de rouler vers le bas. Il regardait aveuglément, dans l'espace vide devant lui. Sa respiration était superficielle et rapide. C'était le regard pathétique d'un homme qui venait de réaliser que les lattes du plancher pourrissaient sous ses pieds. Il savait. Il savait que l'énorme mensonge non dit des 18 dernières années lui soufflait enfin dans le cou. Afghanistan, 2014. La chaleur s'élevant de la terre craquelée était suffocante. 3000 degrés d'un enfer pur, blanc et brûlant. L'explosif secondaire a soufflé sur le côté. Les flammes se sont accrochées à ma manche gauche, instantanément. Phosphore. Ça ne s'arrête pas de brûler. Derrière moi, piégés dans le couloir étroit et en ruine, se trouvaient 11 hommes. Des bérets verts coincés. Nulle part où aller. Je n'ai pas réfléchi. J'ai claqué mon genou violemment sur mon propre bras fumant, épinglant le tissu en feu contre la terre. J'ai serré la mâchoire. L'odeur de la peau qui fondait a rempli mon nez. Ma main droite s'est déplacée rapidement, creusant dans les fils. J'ai saisi le plus épais, et je l'ai coupé net. Le faible bourdonnement s'est arrêté. L'obscurité s'est abattue. La dernière chose que j'ai entendue, avant de m'évanouir, c'est Lucas qui hurlait mon nom. Pendant 11 mois, l'unité des grands brûlés de Walter Reed a été mon monde entier. L'air sentait toujours le goudron lourd, et l'antiseptique agressif. Les médecins ont rasé de fines couches de peau de ma cuisse, et les ont greffées sur la chair noircie et ruinée de mon poignet. Chaque dimanche, une infirmière me tendait un petit rouleau de gaz médical. Mon seul travail était de le presser, pour forcer les tendons raides et morts, à s'étirer d'un millimètre atroce à la fois. Je n'ai pas pris la morphine supplémentaire. J'avais besoin de cette douleur vive et poignante. Elle me gardait l'esprit clair. Elle me gardait éveillé assez longtemps, pour me connecter à un terminal sécurisé, et vérifier les virements électroniques. Je m'assurais que chaque dépôt de prime de risque atterrissait dans la fiducie aveugle à New York. La dette diminuait. Mon bras était ruiné, mais les chiffres descendaient. Un dimanche matin, j'ai réussi à appeler chez moi. Je ne pouvais pas tenir le lourd récepteur en plastique, alors j'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. Eleanor a répondu, à la 3e sonnerie. Elle n'a pas demandé comment je dormais. Elle n'a pas demandé si je pouvais me nourrir. Elle s'est plainte pendant 20 minutes d'affilée. Sa voix fine et stridente résonnait sur les carreaux blancs stériles de ma chambre d'hôpital. Je te jure, Grace. On ne peut plus faire confiance à personne pour faire un travail simple, de nos jours, a pleurniché Eleanor, le son grinçant comme du papier de verre. Cette idiote de fille au pressing a complètement rayé la quincaillerie du sac Hermès de Maya, le sac Kelly. Sais-tu combien de temps j'ai été sur une liste d'attente, pour ce truc? Il est foutu. Je suis resté là, à fixer le plafond. La gaze fraîche enroulée autour de mon bras gauche, était déjà tachée de sang rouge, suintant à travers le coton blanc. J'ai mordu l'intérieur de ma lèvre, sentant un goût de cuivre, juste pour garder mon visage parfaitement immobile. Je vais bien, ai-je dit d'un ton plat à la pièce vide.
Merci de l'avoir demandé. Été 2015. Je me tenais au bas de la longue et majestueuse allée. Le manoir des Burke semblait exactement le même. Des haies parfaites. Une allée circulaire fraîchement pavée. Je portais le même sac en toile bon marché et délavé, avec lequel j'étais parti. J'avais perdu près de 10 kg. Mes vêtements pendaient sur ma carcasse comme des chiffons amples. Ma manche gauche était étroitement boutonnée jusqu'à mes articulations. Maya est sortie sur la marche supérieure du porche en marbre. Elle portait une jupe de tennis blanche impeccable et des lunettes de soleil hors de prix. Elle venait tout juste de rentrer d'un séjour dans un complexe hôtelier à Aspen. Elle a baissé les yeux vers moi, s'arrêtant à mi-chemin d'une gorgée de son café glacé. Elle a plissé le nez. Visiblement dégoûtée. Elle a même levé une main pour couvrir sa bouche, reculant légèrement, comme si je sentais les ordures. Mon Dieu. Tu as l'air dégoûtante, a ricané Maya, en me regardant de haut en bas. Qu'est-ce que tu as fait? Récurer des toilettes? Balayer les ordures sur l'autoroute? Tu as l'air d'une véritable épave. Je n'ai pas lâché mon sac. Je n'ai pas essayé de monter les marches. J'ai juste incliné la tête vers le haut, regardant directement à travers ses lunettes de soleil hors de prix. Accident de travail, ai-je dit. Maya a jeté la tête en arrière, et a ri. Un rire fort, aigu, et résonnant, qui a fait écho sur les immenses piliers de pierre de la maison, que je venais tout juste de racheter pour eux. Vendredi soir. Les lourdes portes en chêne poli de la salle à manger principale étaient fermées à double tour. La famille Burke accueillait la famille Vance pour le dîner de répétition. Je n'étais pas invité. Je me tenais dans la cuisine immense et froide en marbre, baissant les yeux sur un bol de soupe tiède. Une épaisse couche de graisse blanche et peu appétissante avait déjà durci sur le dessus. De forts éclats de rire résonnaient à travers les épaisses portes en bois. Je pouvais entendre la voix douce et confiante d'Ethan Vance. Je pouvais entendre les petits rires aigus de Maya, le tintement des lourds verres en cristal, le son des gens célébrant une union riche et parfaite. J'ai repoussé le bol de soupe. J'ai attrapé un verre ordinaire, je l'ai rempli d'eau du robinet, et je me suis appuyé contre le bord de l'évier en acier inoxydable. La cuisine était glaciale. J'ai pris une gorgée lente, laissant l'eau froide glisser dans ma gorge. Sur la porte en acier inoxydable du réfrigérateur surdimensionné, un grand morceau de carton épais était épinglé sous une pince magnétique. C'était le plan de table du mariage. Table numéro 1, la table VIP. Richard, Eleanor, Maya, Ethan, et Lucas Vance, le centre absolu de l'attention. J'ai fait glisser mon doigt le long de la liste, dépassant la famille élargie, dépassant les riches partenaires commerciaux, jusqu'au tout dernier coin en bas à droite. Table 15. La place désignée pour le personnel de l'événement, les fournisseurs de 3e niveau, et les assistants de l'organisateur de mariage. Elle était placée juste à côté des portes battantes de la cuisine. Mon nom y était écrit avec une encre bleue bon marché. En dessous, quelqu'un avait violemment gribouillé l'assignation de table originale, avec des traits durs et irréguliers. Maya avait personnellement parcouru le plan, rayant mon nom, et me déplaçant aussi loin dans l'ombre que physiquement possible. Pour eux, je n'étais pas une sœur. J'étais une tâche, qu'ils essayaient désespérément d'effacer avant l'arrivée des invités. J'ai quitté la cuisine. Et j'ai monté le petit escalier de service jusqu'à la chambre mansardée. C'était un petit espace poussiéreux, fourré sous le toit en pente. Je me suis agenouillé sur les lattes nues du plancher, et j'ai sorti un étui noir robuste et verrouillé dessous le petit lit. J'ai tapé le code. Les loquets se sont ouverts avec un clic lourd et sourd. Nichée profondément à l'intérieur de la mousse noire, se trouvait une petite boîte en velours. Je l'ai ouverte. L'étoile d'argent reposait tranquillement contre le tissu sombre. Le métal était terne dans la faible lumière de l'unique ampoule au plafond. Je ne l'ai pas sorti. J'ai juste pressé mon pouce droit, fort contre le bord froid et irrégulier de l'étoile. C'était un morceau de métal lourd et silencieux. La preuve du sang. La preuve d'une dette payée. J'ai passé mon pouce dessus une dernière fois, j'ai refermé la boîte en velours d'un coup sec, et j'ai poussé le lourd étui dans le coin le plus sombre et le plus profond du petit placard. J'ai verrouillé cette porte. Je me suis retourné. Un post-it jaune vif était collé en plein milieu de la porte de ma chambre. L'écriture en boucle et agressive de Maya
me regardait en face. Suis-moi demain matin, et porte mes sacs. N'embarrasse pas cette famille. J'ai tendu la main, j'ai arraché le papier jaune du bois, et je l'ai écrasé en une boule serrée. Je l'ai jeté à la poubelle. Je me suis dirigé vers le coin, et j'ai sorti le lourd défroisseur industriel. Je l'ai branché. La machine a sifflé et craché, projetant d'épaisses nuages de vapeur bouillante, dans la pièce exiguë. Pendant 2 heures d'affilée, je suis resté là. L'air est devenu épais, et suffocant. La sueur coulait le long de ma nuque. J'ai tenu l'embout fermement. Lentement, passant la vapeur brûlante de haut en bas sur les interminables mètres de soie et de mousseline coûteuse, enroulés autour de la robe sur mesure de Maya. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas précipité. J'ai repassé chaque petite ride, bougeant avec une précision lente et mécanique. C'était un travail. Vous terminiez le travail, peu importe à quel point les conditions étaient brutales. Même si le travail consistait à servir l'ennemi. Quand la robe a été parfaitement lisse, je l'ai suspendue. J'ai marché jusqu'au petit miroir. J'ai baissé les yeux vers mon poignet gauche. J'ai tiré la longue manche en soie jusqu'en bas. Enterrant la chair rouge, et irrégulière, profondément sous le tissu. J'ai lentement boutonné le petit bouton en perle, le verrouillant fermement. J'ai éteint la lumière. Demain matin, nous allions à la boutique. Samedi matin, boutique. Madame Céline était suffocante. L'air était épais de l'odeur entêtante des roses françaises. Et des cris aigus et résonnants de demoiselles d'honneur fortunées. Maya se tenait en plein centre de l'estrade, du miroir à 3 faces. Les lumières halogènes, blanches, crues et brillantes, la frappaient, attrapant chaque cristal cousu dans la lourde traîne de sa robe. Elle parlait fort, sans arrêt. Se vantant à la cantonade d'une récente fusion d'entreprises. S'appelant fièrement, le grand esprit derrière le dernier succès de Burke Innovation. En bas sur le sol, à la base de l'estrade, j'étais agenouillé. Les couches rugueuses, et rigides de tulle, éraflaient mes articulations. Je tenais une poignée d'épingles argentées, les pressant fermement dans le tissu épais, pour fixer un ourlet inégal. Je n'ai pas écouté la voix de Maya. Je l'ai bloquée. Je me suis juste concentré, sur le rythme lent et régulier de ma propre respiration. Inspiration, expiration, 12 respirations par minute. Un serveur, en chemise blanche impeccable, est entré dans le cercle, portant un plateau en argent. Pop. Le bruit fort d'un bouchon de champagne a résonné sèchement. Chloé Jenkins, la directrice des relations publiques de l'entreprise, a attrapé une flûte en cristal. Elle a pris une gorgée lente, ses yeux baissant pour regarder mon pantalon délavé, et démodé. Alors, Grace, a commencé Chloé, sa voix dégoulinant de poison. Quel genre de petit boulot minable fais-tu pour survivre ces jours-ci? On ne t'a pas vu au bureau de l'entreprise depuis. Eh bien, depuis toujours. Maya a rejeté, une mèche de cheveux parfaitement bouclée par-dessus son épaule. Elle a laissé échapper un rire sec, et moqueur, qui a coupé droit à travers la pièce. Ne fais pas attention à elle. La lâche, qui s'est enfuie quand l'entreprise faisait faillite, n'est probablement bonne qu'à récurer les toilettes, et à vivre au crochet de ma famille aujourd'hui. Les demoiselles d'honneur ont couvert leur bouche, gloussant bruyamment. Tiffany Brox a chuchoté quelque chose de cruel, sur le tissu bon marché de ma chemise. Depuis le canapé en velours de l'autre côté de la pièce, Richard Burke a lentement fait tourner le champagne dans son verre. Mon père. L'homme dont j'avais racheté l'entreprise et la réputation, avec des morceaux de ma propre chair. Il a laissé échapper un rire grave, et retentissant, se penchant légèrement en avant. Grace, chérie, a gloussé Richard, jouant au patriarche généreux. Si tu es vraiment si fauché, dis-le-moi. Je peux te trouver un travail de concierge, dans le hall. Cette famille a toujours un bol de riz de rechange, pour les siens. La pièce a de nouveau éclaté de rire. Le voleur, jouant au sauveur. J'ai arrêté d'épingler l'ourlet. Ma mâchoire était verrouillée. J'ai fixé les lattes polies du plancher. J'avais abandonné mes études, ma peau et mon avenir, pour cet homme assis sur le canapé en velours. Et en ce moment même, il m'utilisait comme la cible d'une plaisanterie, pour impressionner une pièce pleine de filles superficielles. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je me suis poussé du sol dur. Mes genoux claquant doucement.
Maya s'est légèrement tournée. Son diadème en cristal a glissé sur le côté. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai levé mon bras gauche bien haut, m'étirant, pour fixer la couronne argentée sur sa tête. L'angle était trop large. Le petit bouton en perle, qui maintenait mon poignet gauche ensemble, a sauté. L'épaisse manche en soie a immédiatement glissé jusqu'en bas, dépassant mon coude. La lumière blanche, dure et aveuglante de la boutique, a frappé la masse irrégulière, rouge, et fondue de tissu mort, sur mon avant-bras. Fracas. Le rire s'est éteint instantanément. Le verre en cristal dans la main de Lucas Vance a heurté le sol en marbre, se brisant en 100 morceaux. Le puissant et massif directeur de la sécurité s'est levé d'un bond. Son visage est devenu d'une pâleur cadavérique. Il a trébuché en arrière, fixant mon bras, alors que sa voix s'est brisée, dans un murmure irrégulier et tremblant. Hasard 21. Lucas Vance a poussé les lourdes portes en verre de la boutique et a foncé sur le trottoir. Pendant 3 secondes. La boutique est tombée dans un silence complet et étouffant. L'air froid qui soufflait des bouches d'aération au plafond a soudain semblé glacial. Puis, Maya a explosé. Elle n'a pas demandé si je souffrais. Elle n'a pas demandé comment j'avais eu une cicatrice qui ressemblait à de la cire fondue et à de la viande avariée. Ses talons hors de prix ont frappé lourdement le sol en marbre. En s'approchant en trombe, elle a saisi mon bras, fermement. Ses faux ongles aiguisés et peints en rouge se sont enfoncés profondément à travers le tissu bon marché de ma chemise, mordant directement dans ma peau. C'est quoi ce genre de coup de folie de psychopathe que tu viens de faire devant mon futur beau-frère, a sifflé Maya. Sa voix tremblait, d'une rage pure et égoïste. C'est quoi cette chose dégoûtante, sur ton bras? Tu as intérêt à sortir tout de suite, et à lui dire que c'est une brûlure à l'eau bouillante. Ne m'embarrasse pas, elle ne se souciait que des apparences, du contrat de mariage, de la belle famille fortunée. J'ai baissé les yeux vers sa main, qui serrait mon bras. Puis, je l'ai repoussé. Ce n'était pas une poussée. C'était une déviation ferme, et précise. Maya a trébuché en arrière, sa lourde traîne brodée de cristaux s'en mêlant autour de ses chevilles. Elle s'est rattrapée au bord du canapé en velours, haletante, sous le choc. Je ne lui ai pas crié dessus. J'ai juste levé mon bras gauche. Utilisant ma main droite, j'ai lentement rapproché les bords de la manchette en soie, et boutonné le petit bouton en perle. J'ai verrouillé mes yeux, sur le visage de Maya. Ce n'était pas un regard en colère. C'était complètement creux. Le regard froid et mécanique de quelqu'un qui a survécu à des choses qu'elle ne pouvait même pas comprendre. Chloé et le reste des demoiselles d'honneur ont immédiatement reculé. Elles se sont blotties ensemble, près du portant à vêtements, frissonnant sous la pression lourde et soudaine qui rayonnait dans la pièce. Elle venait de me traiter de nettoyeuse de toilette. Maintenant, elle ne pouvait même plus me regarder dans les yeux. Richard Burke s'est avancé. Le faux sourire généreux avait entièrement disparu de son visage. Il a saisi les épais rideaux de velours, suspendus à la vitrine avant, et les a tirés d'un coup sec, bloquant la vue sur la rue. Il s'est tourné vers Madame Céline, donnant un coup de tête vers l'arrière-boutique. « Faites sortir votre personnel d'ici, maintenant », a aboyé Richard. La propriétaire de la boutique s'est éclipsée, entraînant ses assistantes avec elle. Richard a tourné son regard noir vers moi. Les veines de son cou étaient saillantes. « Grace, tu es en train de ruiner tout ce que j'ai construit. Absolument tout. » J'ai tiré un petit fauteuil en cuir loin du mur, et je me suis assise. En plein milieu du désordre. J'ai détaché ma lourde montre en métal foncé de mon poignet droit. Et je l'ai posée à plat, sur la table basse en verre. Je ne lui ai pas répondu. J'ai juste regardé la trotteuse. Tic, tac, tic. Pendant 18 longues minutes, la pièce a été une cocotte minute de panique toxique. Maya a fait les 100 pas, pleurant sur sa matinée gâchée, et me hurlant de partir. Richard a menacé de me couper de mon héritage inexistant. Eleanor, qui venait juste d'arriver du parking, a commencé à gémir sur le fait que la famille Vance annulerait le mariage, s'il pensait qu'une mauvaise génétique avait causé cette horrible cicatrice. Je suis resté parfaitement immobile. Le dos droit.
les mains reposant à plat sur mes genoux. Inspirant, expirant 12 fois par minute. Les laissant s'étouffer, sur leur propre bruit désespéré et creux. Minute 18. Un son, a déchiré l'air épais et suffocant de la boutique. Le crissement aigu, et violent, du caoutchouc lourd brûlant contre l'asphalte. C'était assourdissant. 3 immenses SUV noirs et blindés, ont sauté le trottoir à l'extérieur. Freinant brutalement, directement devant les rideaux tirés de la boutique. Les lourdes portières, ont cliqué en s'ouvrant simultanément. 3 hommes, sont sortis sur le trottoir. Ils portaient des costumes sombres, et chers. Mais, ils ne bougeaient pas comme des hommes d'affaires. Ils bougeaient avec une efficacité dure, mécanique, et précise. Les lourdes portes en verre de la boutique, ont soudainement été ouvertes à la volée. L'air froid de l'extérieur s'est engouffré. Portant l'odeur distincte et lourde, de caoutchouc brûlé. Et d'autorité absolue. Les lourdes portes en verre de la boutique Madame Celine, ont été ouvertes à la volée. 3 ombres massives, ont bloqué la lumière blanche et crue de la rue. Lucas Vance est entré le premier. L'odeur de bois lourd et sombre, et de cuir riche de leur manteau sur mesure, a immédiatement étouffé, la puanteur douceâtre et bon marché des roses françaises, à l'intérieur de la pièce. Juste derrière lui, suivait Robert Sterling, un milliardaire de la logistique. À côté de lui, se trouvait le docteur Julien Hay. L'un des meilleurs chirurgiens traumatologues de la côte est. Le garde du corps personnel de Richard Burke, s'est avancé, levant la main. Robert, ne l'a même pas regardé. Il a repoussé le bras du garde, comme s'il s'agissait d'une branche morte. Les 3 hommes, ont marché directement sur les couches déchirées de tulle, directement sur le champagne renversé. Et se sont arrêtés net, devant le petit fauteuil en cuir, où j'étais assise. Julien, a bougé le premier. Le célèbre chirurgien s'est laissé tomber, sur un genou. Directement sur le sol en marbre dur. Il ne se souciait pas de son costume sur mesure. Ses mains. Celles qui étaient assurées pour des millions d'euros. Tremblaient violemment. Il a baissé les yeux vers mon bras gauche. Sa voix complètement brisée, s'échappant d'une gorge serrée. Hasard 21. 12 ans. Julien s'est étouffé, les yeux humides. 11 d'entre nous. Nous avons passé 12 ans à éplucher des dossiers expurgés, en essayant de te trouver. Robert Sterling, se tenait comme un mur de briques derrière lui. Ses yeux froids et perçants, ont scruté la cicatrice rouge et irrégulière, sur mon avant-bras. Il n'a pas parlé. Il a juste adressé à Lucas, un seul hochement de tête lent. Un hochement de tête, qui portait le poids lourd, et indéniable, de 11 vies humaines. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. J'ai décroisé les jambes, et je me suis levé lentement. J'ai redressé les épaules. Gardant le dos parfaitement droit. Et je leur ai adressé, un unique et respectueux hochement de tête en retour. Lucas, s'est retourné. Il a pointé un doigt épais, et lourd, droit sur le visage de Maya. Maya, s'est figée. Le lourd diadème en cristal sur sa tête, avait glissé sur le côté. Entraînant ses extensions de cheveux, avec lui. Elle avait l'air ridicule, pathétique. En 2014, mes hommes étaient piégés à l'intérieur d'une usine en train de s'effondrer, a grondé Lucas, sa voix vibrant sur les murs, comme le tonnerre. Une bombe chimique a explosé. La femme qui se tient juste là, a utilisé ses mains nues pour maîtriser un feu de phosphore. Elle a brûlé sa propre chair jusqu'à l'os, juste pour couper les fils, et nous sortir de là vivants, tous les 11. Lucas, a fait un pas lourd et lent en avant. Maya a tressailli, reculant contre les miroirs. Je suis l'homme, qui s'est accroché à sa chemise en sang, pendant que l'hélicoptère d'évacuation médicale nous sortait de là, a craché Lucas. Sa voix chutant, dans un registre bas et mortel. Et vous, vous venez d'appeler la femme, qui m'a sauvé la vie, une nettoyeuse de toilette. Fracas. Chloé Jenkins a laissé tomber son verre de champagne. Il a heurté le sol. Éparpillant davantage de cristal brisé, sur le tapis. Aucune des demoiselles d'honneur n'a bougé. Elles étaient entièrement paralysées. La bouche grande ouverte, dans un silence de pure terreur. Richard Burke, a essayé de parler. Sa mâchoire s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. L'arrogant patriarche, était complètement étouffé, par le basculement soudain et écrasant du pouvoir. Robert Sterling, est entré directement,
dans l'espace personnel de Richard. Il a baissé les yeux sur le PDG pâle et en sueur, avec un dégoût absolu. « Vous avez une fille formidable, Burke », a déclaré Robert. Sa voix était glaciale. « C'est vraiment dommage que cette famille soit complètement aveugle. » Je n'ai pas attendu que Richard réponde. J'ai tendu la main, j'ai attrapé mon sac en toile bon marché sur le sol, et je l'ai mis sur mon épaule. Je n'ai pas regardé Maya. Je n'ai pas regardé mon père. J'ai juste marché droit, à travers les ruines de la boutique, gardant mon rythme régulier. Et j'ai franchi la porte d'entrée, avec les 3 hommes juste derrière moi. Dimanche soir, le grand salon du manoir des Burke était glacial. La climatisation centrale crachait, un courant d'air glacé constant sur les 3 personnes, blottis ensemble sur le canapé en cuir italien hors de prix. Richard, Eleanor et Maya étaient assis serrés les uns contre les autres. Ils ne ressemblaient plus à de riches élites. Ils ressemblaient à des parieurs, qui venaient de perdre le titre de propriété de leur maison. Les masques arrogants avaient été arrachés. Richard a serré les dents sur un épais cigare de la Havane. Il ne l'avait pas allumé. Ses mains tremblaient trop. Il essayait de redresser les épaules, s'accrochant désespérément au dernier lambeau de son autorité. « Tu as assez humilié cette famille, Grace » a grondé Richard, la voix tendue. « Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement, ici ?» Je ne lui ai pas répondu. J'ai fouillé dans mon sac en toile. J'ai sorti une épaisse chemise cartonnée. Et je l'ai claquée, sur la table basse en verre trempé. Smack. Le bruit de craquement aigu a résonné à travers les hauts plafonds. J'ai poussé la chemise sur le verre. La couverture s'est ouverte. Des pages, et des pages de relevés bancaires, de virements électroniques. Des dépôts de fiducies aveugles, remontant à 9 ans. L'encre noire, en gras, tamponnée en haut de chaque page, a frappé les yeux de Richard. Prime de signature. Prime de risque. Indemnité d'invalidité. Tu as toujours aimé te vanter, ai-je dit. Ma voix était complètement plate. Tu adorais dire au country club comment tu avais sauvé cette entreprise de la ruine, à main nue. Tu as menti. Eleanor s'est penchée en avant, plissant les yeux sur les papiers. Sa mâchoire est lentement tombée. Regardez bien les dates, ai-je dit, tapotant un doigt cicatrisé contre le verre. Cette dette invisible de 3 millions d'euros, il y a 18 ans. Aucun investisseur providentiel ne t'a sauvé. Elle a été remboursée, avec mon argent du sang. Tu n'as pas bâti cet empire. Tu l'as bâti, directement sur ma peau brûlée. Richard a cessé de respirer. Le cigare de la Havane non allumé a glissé d'entre ses dents. Il a heurté le bord de la table en verre, et est tombé sur l'épais tapis, laissant une traînée de tabac sec. Sa large poitrine s'est effondrée vers l'intérieur. Le grand PDG intouchable s'est brisé en poussière. Juste devant moi. Eleanor s'est couvert le visage à 2 mains. Elle a commencé à sangloter bruyamment. Mais ce n'était pas de la culpabilité. Elle ne pleurait pas, parce que j'avais été blessé. Elle pleurait, parce que la brillante et fausse maison de verre, dans laquelle elle vivait, venait d'être brisée en 1000 morceaux. Il n'y a pas de meilleur sentiment que le moment précis où vous posez les preuves sur la table. Et que vous regardez les personnes qui vous ont manipulé, réaliser qu'elles ne peuvent plus mentir. Si vous avez déjà eu à sortir la preuve irréfutable, pour faire taire un membre toxique de votre famille. Vous savez exactement à quel point, ce silence est froid, et libérateur. S'il vous plaît, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Et lâchez le mot « vérité » dans les commentaires ci-dessous. Célébrons le moment où le masque tombe enfin. Maya a bondi du canapé. Son visage était rouge, tordu dans une panique laide et désespérée. « Tu l'as fait exprès » a hurlé Maya, pointant un faux ongle tremblant sur moi. « Tu m'as piégé. Tu m'as rendu ridicule devant les Vance, juste pour ruiner mon mariage. » Je n'ai pas bronché. J'ai fait 2 pas en avant, réduisant la distance entre nous. Jusqu'à ce que je me tienne juste en face de son visage. Elle a cessé de crier. Sa respiration s'est bloquée dans sa gorge. « Garde la bouche fermée » ai-je murmuré, baissant ma voix en un bourdonnement bas et glacial. Le mariage est dans 6 jours. Si tu dis un seul mot de tout cela,
si tu essaies d'utiliser mon nom pour pondre une quelconque histoire de relations publiques, et sauver ton image. Je couperai le robinet financier. Je détruirai cet empire, 2 fois plus vite, que je ne l'ai sauvé. Les genoux de Maya se sont dérobés. Elle est retombée sur le canapé, me regardant avec une peur absolue, et paralysante. Mardi après-midi. Les lourdes portes en chêne du bureau de la famille Vance étaient fermées à double tour. Ethan Vance se tenait debout, les bras croisés sur la poitrine, la mâchoire crispée. Il ne regardait plus Maya comme un trophée. Il la regardait comme un mauvais investissement. Tu as traité la femme qui a sauvé la vie de mon frère, de nettoyeuse de toilette. La voix d'Ethan était complètement morte, dépourvue de toute chaleur. Toi, et ton père, avez bâti tout votre ego, sur le sang de votre propre famille. C'est dans ça, que je me marie. Maya était assise figée dans le fauteuil en cuir. Elle n'osait pas lever les yeux. La critique acérée et impitoyable de l'avocat à succès, la transperçait. Pour la première fois de sa vie, sa beauté, ses vêtements chers, et ses pleurs manipulateurs ne signifiaient absolument rien. Mercredi soir. Maya était assise seule, dans le noir. La lumière pâle, et maladive, de l'écran de son ordinateur portable, baignait son visage. Son maquillage était entièrement effacé. Ses yeux étaient gonflés. Ses mains tremblaient violemment, alors qu'elle tapait une seule chaîne de mots, dans le répertoire public du Pentagone. Hasard 21. Elle a appuyé sur Entrée. Un fichier de citations numériques s'est chargé sur l'écran. Il n'y avait pas de photo. Juste un bloc de texte noir et lourd, détaillant un incendie chimique, dans un bâtiment effondré. Avec son uniforme fondant sur sa peau, elle a cloué l'explosif en feu au sol. Pour sectionner le dernier fil, empêchant la mort immédiate, de 11 hommes. Maya a lu la même phrase. Encore et encore. Des dizaines de fois. L'épaisse et arrogante carapace, qu'elle portait depuis 18 ans, s'est fissurée et s'est brisée en morceaux. Sur le sol de sa chambre. Le titre de vice-présidente du marketing, dont elle se pavanait, ressemblait soudain à un jouet en plastique bon marché. Elle a réalisé exactement ce qu'elle était. Un parasite. Jeudi matin. Un coup doux, et hésitant, sur la porte de ma chambre. Je l'ai ouverte. Maya se tenait dans le couloir. Elle avait l'air terrible. Son visage était nu et marbré. Et ses yeux étaient complètement injectés de sang. À force d'avoir pleuré toute la nuit. Est-ce que tu peux? Maya s'est étranglée, un sanglot sonore, se bloquant dans sa gorge. Est-ce que tu peux juste me dire exactement ce qui s'est passé, s'il te plaît? J'ai reculé, la laissant entrer dans la petite pièce. J'ai versé un verre d'eau du robinet, et je l'ai posé sur la table de chevet. Je ne lui ai pas tenu la main. Je me suis simplement assise, sur le bord du lit. Et je lui ai raconté. J'ai parlé, d'une voix lente, plate et mécanique. J'ai détaillé, la chaleur du phosphore, l'odeur de l'uniforme qui brûlait, les 11 mois passés à fixer le plafond blanc, de l'hôpital. Je n'avais pas l'air en colère. Je n'avais pas l'air triste. Maya a laissé tomber sa tête sur le bord de mon petit bureau, et a commencé à sangloter de manière hystérique. Ses épaules se soulevaient, et s'abaissaient. Je l'ai juste regardé. Je n'ai pas tendu la main, pour lui tapoter le dos. Je ne lui ai pas dit que ça allait aller. Je vérifiais la capacité de charge, de sa culpabilité soudaine. Après 10 minutes. Maya s'est lentement relevée. Elle s'est essuyé le nez, avec le dos de sa main. Regardant autour de la pièce. Elle a maladroitement ramassé mon verre d'eau vide, et une tasse de café sale sur le bureau. Se dirigeant vers le petit évier dans le coin, elle les a lavés. Elle était terrible à ça. D'épaisses traces de liquide vaisselle blanc s'accrochaient au bord des verres. Quand elle n'a pas pu trouver de torchon, elle n'a pas demandé. Elle a juste attrapé le bord inférieur de son chemisier en soie de créateur hors de prix, et a maladroitement essuyé le verre humide pour le sécher. Je ne l'ai pas arrêté. Jeudi après-midi. Je suis passé devant la cuisine. Maya se tenait tranquillement devant le réfrigérateur, en acier inoxydable. Le grand plan de table du mariage était toujours épinglé sous l'aimant. Maya tenait un marqueur noir. Sa main tremblait,
mais elle a appuyé fermement la pointe. Elle a tracé une épaisse ligne sombre. Directement à travers le nom d'un PDG milliardaire, assis à la table numéro 1. Puis, juste à côté de Lucas Vance, à la place la plus puissante de toute la pièce. Elle a soigneusement écrit 2 mots. Grace Burke. La salle de bal de l'hôtel 5 étoiles était d'une luminosité aveuglante. Des milliers de pendentifs en cristal, sur les lustres. Projetaient une lumière blanche et dure, sur la foule. L'air sentait la viande rôtie coûteuse, et le parfum capiteux. Maya se tenait à côté d'un énorme gâteau de mariage, à 7 étages. Elle tenait un microphone noir. Ses mains tremblaient violemment, faisant miroiter la lourde bague en diamant à son doigt, sous la lumière crue. L'orchestre de jazz s'est arrêté de jouer. La salle de bal est devenue silencieuse. On pouvait entendre la glace fondre dans les verres. J'ai besoin de remercier quelqu'un qui s'est tenu dans l'ombre, a déclaré Maya. Sa voix tremblait, mais elle a forcé les mots à sortir, à travers les énormes haut-parleurs. Quelqu'un qui a nettoyé chaque débris que j'ai jamais causé. Elle a porté le poids de l'avenir de cette famille, et elle l'a payé de son propre sang. Tout ce que j'ai aujourd'hui est une aumône de sa part. Maya s'est détournée de la foule. Elle m'a regardé directement. Puis, elle s'est penchée en avant. Faisant une profonde révérence, à 90 degrés, dans sa lourde robe sur mesure. La salle est restée complètement silencieuse. 1 heure plus tard, Richard Burke s'est approché de l'endroit où je me trouvais. L'arrogant et intouchable PDG avait complètement disparu. Ses épaules étaient voûtées. La peau sous ses yeux avait l'air fine, grise et épuisée. Il est resté là, pendant un long moment, à fixer le plancher de bois poli. Avant de pouvoir enfin me regarder dans les yeux. J'ai raconté une fausse histoire sur toi, pendant une décennie, a murmuré Richard. Sa voix était creuse, dépouillée de son autorité retentissante habituelle. Je ne mérite pas de m'asseoir dans le grand fauteuil, et je ne mérite certainement pas d'être ton père. Je l'ai regardé. Je lui ai adressé un seul et bref hochement de tête. J'ai accepté ses excuses. Mais je ne me suis pas approché. Je n'ai pas tendu la main. Je ne lui ai pas offert de câlin. Une fois qu'un verre s'est brisé, sur un sol en marbre, il ne peut jamais être recollé. Vous le balayez, vous le jetez à la poubelle, et vous vous en allez. J'ai tourné le dos, et j'ai marché vers mon siège. Table numéro 1. Le centre absolu de la pièce. Lucas Vance était assis à côté de moi. En face de lui, se trouvaient Robert Sterling et Julian Hay. Lucas a glissé la main dans sa veste sur mesure. Il a sorti une lourde carte noire mate, et l'a fait glisser sur la nappe blanche. J'ai placé le bout de mes doigts sur la surface. 11 noms étaient gravés profondément dans le papier épais. Personne ne s'est levé pour faire un grand discours. Personne n'a fait teinter une fourchette en argent contre une flûte à champagne. Lucas a pris son lourd verre en cristal. Robert et Julian ont fait exactement la même chose. Bougeant à l'unisson, dans un silence parfait, les hommes ont soulevé leurs verres. À 1 pouce très exactement de la table. Ils les ont maintenus là. Planant parfaitement immobiles. Juste au-dessus du lin blanc. J'ai pris mon verre d'eau glacée. Je l'ai levé d'1 pouce. Un respect silencieux. Intact. Le seul genre de respect qui comptait. J'ai posé le verre. J'ai tendu ma main droite, et j'ai saisi le bouton en perle de mon poignet gauche. Je l'ai ouvert d'un coup sec. J'ai roulé le tissu de soie chère, 1 fois, puis 2 fois. Je l'ai poussé, complètement, au-delà de mon coude. La cicatrice irrégulière, à vif et rouge, était complètement exposée. La lumière brillante du lustre a frappé la chair fondue et inégale. Je ne l'ai pas caché. J'ai reposé mon avant-bras, à plat sur la nappe blanche, laissant l'air frais de la salle de bal baigner la peau abîmée. Personne dans la pièce n'a osé détourner le regard avec dégoût. Il n'y avait rien. Sauf un respect absolu. Écrasant. Dimanche matin. L'air à l'extérieur était vif et glacial. J'ai descendu la longue allée pavée et circulaire du manoir des Burke. Mon lourd sac en toile
pesait fermement sur mon épaule droite. L'imposante maison de pierre se tenait silencieusement derrière moi. Ce n'était plus ma prison. Je n'ai pas tourné la tête pour regarder en arrière. J'ai juste continué à marcher. Droit devant moi, sur la route. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Je suis reconnaissante à chacun d'entre vous pour le temps que vous avez passé avec moi.